Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de classe de première S sur la lumière et plus précisément sur son caractère ondulatoire. Alors avant de parler de la lumière précisément, nous allons voir ce que c'est qu'une onde. Une onde, c'est tout simplement une perturbation qui se propage. Alors simplement est peut-être un terme un peu rapide parce que c'est pas si simple que ça. On va prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est une vague. Une vague est une perturbation de la surface de l'eau. Imaginons la surface calme de l'eau. Si on lance par exemple un petit caillou à la surface calme d'un lac, eh bien on a déjà tous observé ces cercles concentriques qui se déplacent, qui se propagent. On parle d'une onde progressive. En fait, cette petite vague, donc le mouvement de haut en bas de l'eau, qui se déplace depuis l'endroit où on a lancé le caillou vers le rivage. Pourquoi on parle de perturbation? Eh bien, sur ce schéma, on voit une vague donc, qui se déplace vers la droite et qui va modifier la position de deux bateaux. Lorsque la vague arrive sur le bateau orange, elle le soulève. Et une fois qu'elle est passée, le bateau reprend sa position initiale. Ceci signifie que la vague, en réalité, n'a pas entraîné le bateau dans son mouvement, donc de la gauche vers la droite, elle l'a simplement momentanément soulevé. Eh bien c'est ça une onde. L'eau n'est pas transportée le long de la vague, c'est simplement la vague qui est la perturbation à la surface de l'eau qui se déplace. C'est pas l'eau dans son absolu qui va de la gauche vers la droite, c'est juste la perturbation de l'eau, le petit écart par rapport à l'altitude normale. La vague n'est pas le seul exemple, bien sûr, d'ondes. On peut parler par exemple des ondes sismiques avec leurs effets dévastateurs. Donc l'onde sismique, c'est tout simplement lorsque, à l'endroit d'une faille, il y a mouvement de plaques, par exemple, avec création donc, de cette onde de choc au niveau de l'hypocentre. Cette onde va se déplacer, heureusement va s'atténuer, mais va entraîner un déplacement de la matière un peu comme une vague, mais évidemment dans la roche, dans la terre, entraînant les dégradations que l'on connaît malheureusement. Un troisième exemple d'onde, l'onde sonore. Alors l'onde sonore, c'est une onde un petit peu particulière, puisque ses effets ne sont pas directement visibles, sauf dans quelques cas particuliers. Mais c'est bien une perturbation. Alors c'est une perturbation de l'air ambiant, en particulier de la pression de cet air. La source sonore crée une modification de la pression, donc une dépression et une surpression, et cette surpression se déplace de proche en proche, se propage de proche en proche, jusqu'à notre oreille. Tout ceci se produit avec une certaine vitesse qu'on appelle la célérité pour une onde. On constatera avec tous ces exemples que les trois ondes que j'ai citées nécessitent un milieu pour se propager. Alors soit de l'eau, soit la terre, la roche, soit l'air, qui sont des milieux, alors plus ou moins denses, plus ou moins compacts, mais qui sont des milieux matériels. On dit que ce sont des ondes mécaniques. Alors justement, et la lumière dans tout ça? Alors, une onde, ça a une propriété caractéristique, c'est que c'est capable de se diffracter. On parle de diffraction d'une onde. Avant de préciser la notion d'onde lumineuse, on va voir ce que c'est que cette diffraction. Alors on va prendre comme exemple ce petit plan d'eau, avec cette digue brise-lame là au milieu. On distingue des petites vaguelettes qui se forment sur la droite, et qui se déplace donc de la droite vers la gauche. Eh bien, le phénomène de diffraction, il apparaît, il est visible, lorsque l'on observe les petites vaguelettes du côté gauche de la digue. On remarque qu'elles forment des sortes d'arcs de cercle. Les vaguelettes, en fait, partent dans toutes les directions juste après l'ouverture de la digue. Schématiquement, donc si on représente l'obstacle par ces deux rectangles verts, les vagues, et plus précisément leur crête par les traits bleus ici, et bien lorsque ces vagues arrivent, et qu'elles vont donc passer par la petite ouverture entre les deux obstacles, on pourrait penser qu'elles vont être simplement diaphragmées, c'est-à-dire que leur largeur en quelque sorte va diminuer et qu'elles vont prendre uniquement la largeur, continuer leur chemin avec la largeur de l'ouverture.
En réalité, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, eh bien, ce sont des vagues de forme vague circulaire, comme si la source des vagues se trouvait à l'endroit de l'ouverture. En quelque sorte, celui qui pensait se protéger juste derrière la digue, en fait, ne l'est pas complètement. Il va être lui aussi soumis aux vagues. Eh bien, ce phénomène s'appelle donc la diffraction. Or, il se trouve que seules les ondes ont la capacité à se diffracter. Alors évidemment, dans des conditions un peu particulières, je la donne, il faut tout simplement que l'ouverture de l'obstacle soit à peu près de la dimension de l'écart. Ce qui est remarquable, c'est donc que seules les ondes sont capables de se diffracter. Alors, il se trouve justement que la lumière qui nous intéresse aujourd'hui peut se diffracter. Si par exemple on envoie de la lumière laser, alors laser pourquoi? Laser monochromatique parce que c'est plus simple, on n'a qu'une seule couleur. Si on envoie la lumière laser sur une petite ouverture, eh bien on remarque à la sortie qu'on n'a pas simplement un point lumineux, mais une figure de diffraction telle que sur l'image que je vous présente. Le fait que la lumière puisse se diffracter entraîne forcément que c'est une onde. Alors contrairement aux exemples que nous avons vus tout à l'heure, c'est une onde un peu particulière parce que la lumière peut se propager évidemment là où il n'y a pas de milieu, c'est-à-dire dans le vide. C'est pour ça qu'on ne la qualifie pas d'onde mécanique, mais d'onde électromagnétique. Je précise bien qu'il n'y a pas que la lumière laser qui peut se diffracter, mais toute lumière, y compris la lumière d'une lampe domestique. Alors l'onde électromagnétique, maintenant qu'on peut associer donc les deux termes, la lumière et l'onde électromagnétique, puisque la lumière est une onde électromagnétique. Alors il faut partir d'un constat un peu surprenant, c'est qu'on ne voit pas la lumière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en premier lieu, on ne voit que des objets qui émettent de la lumière si celle-ci arrive dans notre œil. Ainsi, une expérience très facile à réaliser, si on prend une lampe de poche, de type lampe torche, et qu'on la met en marche, eh bien on va avoir un halo lumineux uniquement sur le mur en face, mais si on se place sur le côté, on ne voit pas les fameux rayons lumineux qui partent de la lampe et qui vont donc jusqu'au mur. Le halo lumineux, le sorte de rond lumineux qu'on voit, c'est en fait le mur. La lumière est invisible. Par contre, les objets ne le sont pas. S'ils envoient, et c'est le cas du mur ici, de la lumière dans notre œil, alors ils sont visibles. Ici, ce qu'on voit, c'est le mur, la partie éclairée du mur. Alors, si on ne voit pas la lumière, mais qu'on veut quand même la représenter les rayons lumineux, eh bien on va devoir la modéliser. Qu'est-ce qu'on appelle un modèle en physique? C'est tout simplement une représentation de la réalité quand on ne la voit pas. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le modèle, qu'est-ce qui nous prouve qu'il est bon? Eh bien un modèle est bon tant qu'on n'a pas prouvé qu'il était mauvais. Ça peut paraître un peu curieux, mais si le modèle nous convient et permet de prévoir des choses, de les expliquer, de les interpréter, eh bien on le garde. Et puis si un jour le modèle ne suffit pas, on essaie d'en trouver un plus perfectionné. La lumière, on la modélise par une forme géométrique qu'on appelle une sinusoïde. Alors la sinusoïde, c'est cette forme un petit peu particulière, qui vient de sinus bien sûr, la fonction mathématique. Alors on retrouve un motif comme ça qui se reproduit, donc c'est une représentation périodique. Alors la période, elle est ici symbolisée par l'espace entre les deux pointillés, donc c'est en quelque sorte la largeur du motif qui se reproduit. Eh bien, on l'appelle la longueur d'onde pour cette onde lumineuse. On la note lambda, l'espèce de Y inversé, lettre grecque, et elle s'exprime comme toute longueur en mètres. Cette longueur d'onde sera évidemment différente suivant la nature de la lumière. Par exemple, si c'est de la lumière du domaine du visible, des infrarouges, des rayons X et ainsi de suite, on le verra juste après. Une autre grandeur très utile pour caractériser une lumière, une onde lumineuse, c'est la fréquence, qu'on note F, ou des fois nu, mais là on va la noter F, qui est petit c sur lambda, petit c étant la célérité de la lumière. Je rappelle qu'elle vaut 300 000 km par seconde dans le vide, elle
elle est légèrement inférieure dans un milieu donné. Donc la fréquence, c'est le rapport entre cette célérité de la lumière et la longueur d'onde. Elle s'exprime en Hertz, le symbole Hz, avec comme d'habitude tous les préfixes multiplicatifs possibles, millihertz, kilohertz et ainsi de suite. Alors toutes les ondes électromagnétiques sont donc caractérisées par leur longueur d'onde ou leur fréquence, mais évidemment elles vont donc être différentes suivant leur fréquence ou suivant leur longueur d'onde. Et bien, pour regrouper, pour les comparer, on les met dans ce qu'on appelle un spectre, le spectre des ondes électromagnétiques, qui est donc la juxtaposition les unes à côté des autres des différentes radiations, des différentes ondes électromagnétiques. Alors ici c'est gradué, l'axe est gradué en longueur d'onde, donc de quelques picomètres jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres, avec le nom qu'on leur a donné. Donc on retrouve au milieu le domaine du visible, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, c'est-à-dire que n'importe quelle onde lumineuse dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres est dans le domaine du visible, c'est-à-dire que si cette onde arrive dans l'œil, elle va déclencher un message nerveux. On ne devrait pas dire que c'est visible, on dit que c'est du domaine du visible, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la lumière n'est pas visible. Mais si un objet émet de la lumière entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, alors cet objet sera visible si évidemment on ouvre les yeux. Alors il est intéressant de voir que donc, dans cette gamme des ondes électromagnétiques, qui sont donc toutes de la lumière, qu'il ne faudra donc pas limiter au domaine du visible, donc les rayons cosmiques, les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, eh bien, elles sont toutes de même nature. La seule chose qui change, c'est leur longueur d'onde ou leur fréquence, puisque les deux sont liés. Il est intéressant de remarquer, par exemple, que les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques de même nature que la lumière du visible. Simplement, c'est la longueur d'onde qui est beaucoup plus grande, elle est de l'ordre du centimètre. Les ondes radio aussi, qu'on a tout autour de nous, notamment pour la télévision ou la radio, eh bien, elles ont une longueur d'onde de l'ordre du mètre ou du kilomètre, voire de la centaine de kilomètres, et c'est la seule chose qui la différencie des rayons X, par exemple. Alors les conséquences, évidemment, sont très importantes, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont de même nature. Si exposé aux ondes radio, vous ne risquez pas grand-chose, mais évidemment, aux ultraviolets, ça entraîne la destruction des cellules, enfin de certaines molécules dans les cellules, et notamment l'ADN. Voilà pour cette introduction sur les ondes électromagnétiques. Merci pour votre attention. À bientôt.